Bonjour, merci Clarisse, merci pour cette invitation. Je suis séduit par l'ambition du programme 4 ans. C'est super, c'est vraiment exactement les sujets qu'il faut traiter. C'est vraiment très d'actualité d'une part et indispensable pour les humanités numériques. Moi, je suis un ancien de la maison, donc bien, mais je fais ma carrière à Sciences Po, donc je suis émérite maintenant. Je suis à Sciences Po Paris, je suis politique, sciences politiques, mais j'ai créé le Média Lab à Sciences Po avec le cours, et depuis toujours, je travaille sur l'éducation de données, qui est sur le numérique, dont le Minitel à Rennes, puisqu'il est inventé à Rennes. C'est comme ça que j'ai commencé à y travailler, une sociologue, pensez mon anecdote, c'est pour vous dire que c'est une longue histoire, tout cela. Mais évidemment, on ne se pose pas les questions de la même façon. Depuis que effectivement dans les mobilités d'État et puis machine learning, etc. Donc je vais être amené à traiter plutôt tout ça. Alors, je vais faire un petit peu. Ah, voilà. Je suis quand même amené à faire un. Je vais plutôt vous commencer par le modèle, comme on fait souvent dans les formations françaises. Donc, je parle de modèle, il n'y a pas eu de mort. Je vais vous présenter cas. Donc, non, là, je vais essayer plutôt de vous raconter quelques histoires de cas et d'analyse de données. Vous voyez comment on s'est posé les questions petit à petit, comment on a évolué, justement, parce que c'est bien ça d'une époque de la donnée, du big data, lui-même d'ailleurs, et puis d'un point de vue à un autre, je partirai du point de vue sur le web, parce que c'est massivement sur ce sujet-là que j'avais travaillé pendant une quinzaine d'années. Donc, le premier point. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'il faudrait faire disparaître, comme je ne suis pas un Mac, il faudrait disparaître la barre, parce que mes titres vont être. Ils existent comme commandes, mais. Masquer les commandes. Masquer les. Non. Ouais. Par contre, celle-là, elle est là, je ne sais pas pourquoi. Et là, tu dis OK. Non, mais il n'y a pas de curseur. Voilà. 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 Bon. Donc, je vous présente effectivement à partir duquel j'ai commencé à travailler, moi, quand j'étais prof à l'Université de technologie de Compiègne, et j'ai dirigé l'équipe de recherche et sociale, et il se trouve qu'un des pionniers des études du web, c'est Franck Vitala, qui a été formé, comme moi, ici, à Rennes 2, chez Jean Galpin, en linguistique. Et donc, il a 2000, donc il a produit les premiers papiers d'analyse du web, donc de cartographie du web, qui étaient rendus possibles par les algorithmes de John Kleinberg, l'analyse du web, à partir des liens hypertextes, etc. Donc le principe, c'est ça, effectivement, d'essayer. Alors, conseille son livre, Qu'est-ce que la cartographie du web? Ça reprend toute cette histoire-là et surtout, ça donne des exemples, c'est très bien illustré, c'est en open édition et vous le trouverez en ligne, mais vous pouvez l'avoir aussi comme bouquin. Et donc, ce sur quoi on travaillait au début des années 2000, c'est effectivement cet outil d'analyse qu'est le lien hypertexte, c'est-à-dire qu'on se sert de ce lien-là pour commencer à produire des cartes de quoi, on ne sait pas trop au début, mais donc on cartographie des sites, et qu'est-ce que sont ces sites, bon, etc., à partir d'un niveau de profondeur du lien qu'on peut aller chercher avec le robot, jusqu'à un niveau au-delà de 3 liens, on va commencer à se perdre un petit peu, mais avec ces deux principes qui sont importants, parce que d'un côté, on a les autorités, qui sont des principes très connus dans la science des citations, et donc dans tout l'ensemble de la scientométrie depuis des années, bien avant le web, puisque Kleinberg, il s'est inspiré de ces algorithmes-là, de ces principes-là de citation, pour inventer son calcul des liens hypertextes qui ont donné les algos de Google, le PageRank de Google. Et donc, l'autorité, c'est effectivement le nombre de nœuds qui pointent vers lui, le in degree, vers un site, vers un nœud, disons. Et puis, de l'autre côté, le hub, c'est l'inverse, c'est le nombre de nœuds vers lesquels il pointe, donc c'est le out degree. Il y a plein d'autres mesures, la between centrality, etc., donc des outils de mesure de centralité, on connaît bien en théorie des graphes, et qui sont mobilisés dans ce cas-là. Alors, à quoi ça sert, cette affaire-là? Bien, ça nous permet, par exemple, dans une étude que j'ai faite sur la culture scientifique et technique, dans les années 2000, de comprendre qui sont les sites de référence et comment se construit l'institution de diffusion de la culture scientifique et technique en France, en l'occurrence, à partir de 5000, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez qu'ici, par exemple, bien, tiens, ceux qui ont l'autorité, comme par hasard, c'est le CNRS. Bon.
surprenant. Bon, je dirais, ça va, les choses sont dans l'ordre. Et puis, vous continuez comme ça, la Cité des Sciences, le Musée d'Histoire naturelle, etc. Par contre, dans les hubs, par exemple, vous voyez qu'il y a des gens tout à fait étonnants. Là, c'est Cap Sciences. Cap Sciences, c'est à Bordeaux. C'est un centre de culture scientifique et technique à Bordeaux. Et donc, on a des lois de puissance. C'est ce principe-là, effectivement, où il y a, dans un cas, très peu de sites qui reçoivent beaucoup de liens, et puis après une longue traîne. Et puis de l'autre côté, ici, aussi, très peu de sites qui diffusent beaucoup de liens et qui ont, effectivement, et derrière, il y a une traîne aussi. Alors, à quoi ça nous sert tout cela? Ça nous a permis de faire une topologie du web de la culture scientifique et technique. Donc, par des cartographies aussi, ben voilà, c'était un type de cartographie selon des principes topologiques issus des théories des graphes qu'on met en scène à partir des liens que l'on récupère en masse avec des robots. C'est une opération très basique maintenant, évidemment, qui continue effectivement à fonctionner. Et donc, on avait cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend, par exemple, que toutes les grandes institutions nationales, dont les grands, la Cité des Sciences, le Muséum, le Palais de la Découverte, le Musée d'Histoire naturelle, etc., tout cela sont totalement découplés du reste. Vous voyez, les grandes institutions de la CSTI, elles sont réellement coupées du reste des autres sites, parce qu'en réalité, le seul lien qu'il y a avec ça, c'est les CCSTI, les centres de culture scientifique et technique. On le voit dans les liens, c'est-à-dire que ces sites-là reçoivent des liens parce que c'est des autorités, mais ils ne renvoient vers personne. Y compris d'ailleurs, ils ont des sites en français, ça c'est 2008, hein. Ça a évolué un peu, mais ça toujours. Les aquariums sont du même genre, où ils sont les sciences du ciel et de l'espace, comment on appelle ça, les sites Les planétariums. Les planétariums, etc. Ils ne renvoient vers personne. Donc voilà, nous sommes les autorités, les références à nous, puis c'est tout. Donc c'est intéressant du point de vue de la construction du système social de la culture scientifique et technique et de la légitimité qui s'est construite. Donc on la voit, là, on a une trace très intéressante, et avec un cas qui est particulier, c'est les parcs naturels qui sont tous reliés aux associations de sauvegarde de la nature, par exemple, et puis un autre site dans le principe des hubs, de ceux qui renvoient vers d'autres. Un des scores très élevés est intéressant, c'était quelqu'un qui avait un site, à l'époque c'était ICOS, vous voyez, pas tout jeune, et donc qui faisait effectivement sur les aquariums de France. Et lui, il listait absolument tout. Et donc, il était devenu, c'est intéressant en termes de stratégie, c'est pas parce qu'il avait de l'autorité, c'est parce qu'il était capable d'agréger tout et de permettre à tout le monde d'aller sur ce site pour retrouver tout le monde. Y compris parce qu'il avait des versions en anglais, il avait tous les sites dans le monde, il avait y compris jusqu'au magasin qui vend des petits aquariums que vous mettez dans votre appartement, vous voyez. Non, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune validité scientifique. Ah ben oui, mais il avait une autorité, et pas une autorité, une position centrale dans le réseau pour d'autres raisons, parce que c'est un... Donc là, c'est intéressant aussi parce que justement, ça me permettait de contester les principes organisés des institutions avec une hiérarchie des autorités en disant, regardez, il y a d'autres gens qui jouent un rôle. C'est un rapport avec la question de propagation. Comment est-ce qu'on est effectivement, il y a des gens qui sont des agents de propagation, et puis les autres qui sont sur leur montagne et qui disent, regardez-nous, si vous arrivez à monter jusqu'à nous, on vous accueille, mais c'est tout. Donc, vous voyez, cette dimension-là, c'est un enjeu politique intéressant et qui permet de poser déjà des questions stratégiques dans la culture scientifique et technique, en l'occurrence. J'ai fait la même chose sur le livre. Et sur le livre, on a abouti à des graphes de ce type-là. Ça, c'est quand on était au Media Lab avec Maxime Crépel, Magraïc, Léchec, qui sont tous les deux des arts de Rennes 2, ou fait des arts Rennes 2, qui sont profs maintenant et chercheurs. Au Media Lab, ils ont été au Media Lab pendant un moment avec moi d'ailleurs. Et donc sur le livre, effectivement, le web du livre, vous voyez, c'est pas la même chose que le livre, les grands éditeurs, et puis voilà, on termine, et non. Les éditeurs sont un des domaines où vous avez les métiers du livre et des médias, et puis vous avez l'infocom, les bibliothèques qui sont encore un lien, etc. Et puis vous voyez des domaines qui se relient entre eux, parce que effectivement, on se cite par affinité, évidemment, on a tendance à privilégier ceux dont on se sent proche. Et en l'occurrence, la littérature and fantasy, par exemple, c'est pas la même chose que la littérature générale étrangère, la littérature jeunesse, la BD et les mangas, etc. Donc, on arrivait à présenter ça. Alors, les éditeurs étaient fascinés, ils trouvaient ça super, passionnant, etc. Surtout pour moi. C'était en réalité un peu à côté de toute la vie dynamique des conversations, et encore ça a rapport avec les propagations, c'est-à-dire de tout ce qui se passe dans les communautés que vous connaissez certainement, parce que vous avez sur Babelio, des trucs comme ça, et sur d'autres beaucoup plus informels. Les mangas, il y a une activité extraordinaire. Et donc tout ça, ça se passe ailleurs, sur le web, et ça veut dire quelque chose sur le plan institutionnel aussi. Donc on peut faire des cartes comme ça, avec un problème que l'on a
qu'on a rencontré et tout de suite qu'on a voulu mettre en évidence, c'est celui-là. C'est-à-dire, vous voyez ici, ce secteur littérature jeunesse, BD, manga, ils sont très reliés et on n'arrivait pas à faire la différence, on ne savait pas comment expliquer cette différence-là. Les autres sont un peu difficiles. Alors, le point rouge central, en fait, c'est Amazon. Comme par hasard. Et donc, c'est Amazon, mais c'est besoin de voir que les gens qui sont les plus critiques de tout ce système commercial, etc., dans les blogs qui se tiennent, etc., en réalité, dès qu'ils s'envoient une référence, ils envoient le lien avec Amazon. Vous comprenez après pourquoi Amazon devient centrale. Si tout le monde apporte du lien, effectivement, il n'y a pas de problème, Amazon va rester centrale. Alors nous, en l'occurrence, on travaillait justement sur ça, sur cette différence. Qu'est-ce qui fait que les communautés BD, manga, littérature jeunesse sont aussi imbriquées? Et là, on a pu montrer à quel point, quand on changeait d'algo, eh bien, ça changeait tout à fait, complètement l'allure du truc. Nous, ce qu'on utilisait, c'était Force Atlas, qui est un plus connu et puis qui a été effectivement développé d'ailleurs par des collègues de l'UTC, qui ont donné lieu à un défi, vous connaissez aussi certainement, l'analyse de réseau. Et donc, mais quand vous faites un autre, vous utilisez un autre algo, mais ça n'a plus du tout la même allure. Donc, le problème lui-même n'existerait même pas, parce qu'on n'en aurait même pas vu, peut-être bien. Donc, vous voyez un petit peu à quel point les outils qu'on met en place, y compris de visualisation qui paraissent les plus spontanés, les plus faciles, en réalité, comportent une couche d'a priori, de principe, de choix, qui fait que le problème lui-même n'est pas du tout, est complètement différent. C'est ce qui fait que c'est assez, alors vous direz, c'est la même chose quand vous faites une sélection bibliographique, vous allez dans la bibliothèque, vous en prenez un certain nombre, et puis les autres en prennent un autre, et puis vous n'aurez pas la même question, quasiment. Ben oui, mais là, ce sont des masses de données, vous vous dites, c'est la totalité, apparemment, de tout le savoir, de tous les liens, etc. Ah ben non, même là, il y a des choix. Même là, il y a des orientations, voire des biais. Sur ces questions-là, des biais, évidemment, mais il y a ça aussi. Et donc, l'intérêt, c'est que justement, il n'y a pas de continuité, ce n'est pas un zoom. Ah, donc, on a écrit un papier avec M. Jacomini et puis Sylvie Prétel aussi sur ce zoomer, comment on l'avait appelé d'ailleurs, zoomer n'est pas. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas la recherche. La recherche ne consiste pas à zoomer seulement, parce qu'à chaque fois que vous zoomez, techniquement, en réalité, vous recalculez totalement. Ce n'est pas un zoom. Ce n'est pas un zoom analogique du tout. Vous voyez, c'est tout est recalculé. Donc, à partir de ce moment-là, c'était important. Alors, on a compris qu'après, c'était parce que les auteurs de littérature, les illustrateurs de littérature jeunesse étaient en réalité aussi des auteurs de BD. C'est pour ça qu'il y avait un entrelacement des deux. Et il a fallu faire l'investigation avant de comprendre ça. Vous voyez, c'est pas inintéressant. Ça veut dire qu'il y a des métiers passerelles, vous voyez encore. Là aussi, c'est des gens qui servent à propager des styles, des influences, etc. Donc, c'est pas inintéressant, mais vous voyez qu'on est toujours dans des cartes plutôt statiques de tout cela. Alors, évidemment, ça peut être appliqué aussi au réseau des personnes. Il y a des gens très bien qui font des travaux là-dessus. Si vous voyez de qui je veux parler. Donc, il y a toute la revue Humanité numérique, vous allez en trouver, dont les travaux de Clarisse, évidemment. Et ça, c'est un exemple assez classique aussi d'analyse de ces personnes. Alors, je n'en mets en montre qu'un, mais dans son papier, Clarisse en citait une dizaine de types de réseaux qu'on peut utiliser à partir des types de nœuds qu'on identifie et des propriétés qu'on dégage. C'est ça qui va être intéressant. Quelles sont les propriétés qui vont nous servir à identifier les liens? C'est pas forcément, on n'est plus dans les liens web, si vous voulez, on est dans d'autres types de liens, et comment est-ce qu'on les reconstitue? Quels sont les features qu'on va sélectionner pour identifier un lien? Et donc, cette analyse de réseau-là, elle est très intéressante, parce que justement, elle va me permettre de faire le lien avec les deux sources possibles théoriques d'exploitation de ces types de données, qui sont la base. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a fait à Confluent depuis les années 2000, puis après, M. Jacomini est venu au Media Lab aussi, moi aussi, etc. Donc, on a effectivement au Media Lab de Sciences Po, on est parti sur ces bases-là. Et puis, on avait, l'avantage d'être avec Bruno Latour, c'est qu'effectivement, on avait déjà la théorie facteur-réseau, qui était déjà disponible comme cadre théorique. Donc, on se disait, c'est une théorie des réseaux, donc paf, on applique une méthodologie des réseaux, les théories, paf, et avec ça, ça marche. Mais il y avait aussi l'analyse de réseau, l'analyse structurale de réseau, que j'ai mis en page là. Bon, donc, ça fait deux dimensions théoriques qu'on peut exploiter. Alors, revenons sur la première, l'analyse sociale des réseaux, l'analyse structurale, avant telle, avec ce cas que vous avez sans doute déjà entendu, vous avez déjà entendu parler de ça, de la force des liens faibles et de strength of weak ties. C'est vraiment un article très connu, mais qui fait partie des références en matière d'analyse structurale de réseaux sociaux. Et effectivement, son travail porte sur une étude de cas très particulière, Getting a Job, qui cherche effectivement à identifier quelle méthode les gens ordinaires utilisent pour trouver du travail.
Et ils se rendent compte que ce n'est pas forcément pour l'emploi, les institutions, etc., qui servent massivement. Il y a aussi toute une partie de liens faibles, c'est-à-dire des gens ordinaires, non spécialisés, indirects, rares, des gens qu'on a oubliés, des carnets d'adresses qu'on a comme ça, des réseaux, etc., qui permettent de trouver des offres d'emploi, etc. Et ça fournit des ressources nouvelles. Il n'y a pas des choses qu'on connaît. Parce que quand vous avez des gens spécialisés de la recherche d'emploi, ils vont faire tomber sur des choses qu'on connaît déjà. Vous voyez un petit peu le cercle dans lequel on est. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un groupe social, vous avez tendance à vous rapprocher des personnes avec qui vous entendez bien, vous faites un groupe fort, mais tous ces gens-là, comme par hasard, ils ont tendance à vous ressembler un peu, même s'il y a des diversités quand même. Ils finissent par vous ressembler. Vous ne cultivez pas, pour le plaisir, l'absolue hétérogénéité. Et donc, quand vous cherchez un emploi, paradoxalement, il faut quand même cultiver l'hétérogénéité. Aller chercher des gens qui ne sont pas dans votre monde. Parce que c'est ceux-là qui vont vous donner des ressources nouvelles. Sinon, les autres, ils vont vous dire la même chose que ce que vous connaissez déjà un petit peu. Et donc, ces liens-là, les liens forts, sont faibles, ne servent pas réellement à explorer d'autres réseaux, etc. Et donc, ce sont des passerelles, les liens faibles, entre des mondes sociaux différents, parce que du coup, c'est un capital social qui va être plus aisément valorisable parce qu'il est diversifié. Vous avez des gens de monde très, très différents. Ça, c'est une stratégie de base dans votre propre recherche d'emploi, c'est de diversifier les liens et pas oublier, par exemple, le tonton qu'on avait vu, il nous avait dit qu'il travaillait dans tel domaine, et je l'ai vu qu'une fois, mais c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un qui va me retrouver l'adresse. Alors oui, ça peut servir. C'est des liens dormants, comme on dit pour les espions, mais ça continue à exister. Vous voyez. Donc il y a toute une partie de ce que l'on cartographie qui en réalité n'est pas forcément visible. Et qui, s'il n'est pas déclaré, ben, vous ne saurez jamais. C'est comme ça. On croit voir la totalité du social, on n'a jamais. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, il faut justement faire l'effort, les motiver pour trouver un emploi, sinon d'aller chercher le point. Donc ça rejoint effectivement les travaux, évidemment, de Burt et sur les closures, les groupes qui sont fermés, les trous structuraux, puisque là, vous avez deux clusters qui sont en réalité séparés, et puis vous avez cette analyse, cette capacité de certains acteurs à faire des breaches, à devenir des breaches, et à même devenir des brokers, c'est-à-dire qu'ils servent à faire passer des données d'un côté à l'autre, etc. C'est ce qui permet de faire circuler des informations nouvelles entre des disciplines différentes, entre des groupes d'amis différents, entre des entreprises ou des métiers différents, etc. Donc on a là vraiment quelque chose, des outils d'analyse très intéressants qui peuvent fonctionner pour analyser quoi? Pour analyser à la fois les structures des réseaux et l'agentivité, c'est-à-dire la capacité d'agir de certains d'eux. Parce que ceux qui sont brokers, ils commencent à avoir un rôle important, vous voyez, comme disait Simmel d'ailleurs, en disant qu'effectivement on est entre les deux, donc on peut jouer de cette rivalité éventuelle. Quand on fait l'analyse de réseau, au sens de l'analyse structurelle de réseau, effectivement, eh bien, il faut forcément dire à qui on attribue le pouvoir d'agir, distribuer l'agentivité. C'est-à-dire la structure sociale, d'accord, tout le monde est d'accord, la structure du réseau, est-ce qu'il est dense, pas dense, il est tendu, etc. Donc, ok, ça, c'est tout le monde va faire ça, c'est la sociologie de base, hein, on connaît, on a l'impression Bourdieu dans ce texte, etc. Donc c'est bon, ça marche, et c'est pas faux, c'est très intéressant. Et puis il y a les nœuds, c'est-à-dire il y a des choix, il y a des individus qui jouent des rôles de traduction, d'amplification, de passerelle, etc. Et ces nœuds-là, on les analyse eux-mêmes, à ce moment-là, on voit qu'il y a des acteurs qui sont porteurs d'innovation, qui contribuent à ça. Donc, ce n'est pas les mêmes méthodes d'analyse. Si on analyse la structure, si on analyse les nœuds et ce que ces gens-là font, donc ce sont des acteurs qui ont un pouvoir d'agir. Mais il se trouve que dans cette analyse structurelle, j'en ai plein de copains qui travaillent dans ce domaine-là, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est que souvent, ils se moquent un peu de ce qui circule. Ils partent d'un priori en disant, bon, voilà, dans ce domaine-là, là, c'est ça qui circule, et puis c'est tout. Ils s'intéressent à la cartographie avec les arcs entre les nœuds, mais en réalité, ils ne s'intéressent pas vraiment au flux de quoi, qu'est-ce qui circule réellement. Parce que si entre ces nœuds, c'est des plaisanteries, ou bien c'est de l'argent, ou bien c'est des mèmes, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Et donc, les propriétés des entités qui circulent, elles mériteraient une approche spécifique. Alors, c'est ça mon travail sur les propagations, c'est de dire, il ne suffit pas d'analyser les structures, il ne suffit pas d'analyser les nœuds, il faut aussi analyser ce qui circule et ses propriétés sémiotiques. Donc, je sais qu'il y a des spécialistes de sémiotique, mais effectivement, là, ça devient très, très important. Qu'est-ce qui fait que celui-là, il va circuler plus qu'un autre, indépendamment de la même structure, les mêmes agents, etc. Ça, c'est intéressant d'analyser. Il faut des outils pour faire ça.
Alors, j'en connais, non, ça c'est déformé, ça, mais bon. Un des directeurs, l'ancien directeur du MIT, Alex Pentland, est très connu sur justement ce type de questions-là. Il analysait il a fait un livre qui s'appelle Social Physics, parce que les physiciens, comme il y a un vide sociologique dans l'analyse de ces réseaux, les physiciens, ils arrivent, ils disent, nous, on a tous les modèles, on va tout vous expliquer, ils prennent tout le marché, il n'y a pas de problème, ils font ça dans tous les domaines. Bon, et ils sont très bons pour en partie de ça, mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément tout l'arrière-plan des théories sociales qu'on utilise. Et là, par exemple, il analyse une chose, il a fait un travail dans une entreprise, où il équipait les gens avec des systèmes de traceurs, si vous voulez, qui lui permettaient de rendre compte de qui interagit avec qui dans toute une journée, pendant des semaines, etc. Beaucoup de données, du big data vraiment, et puis on voyait qui avait parlé avec qui, etc. Et donc, il voyait bien qu'il y avait deux attitudes. L'attitude de l'engagement, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur de la communauté, on voit qu'il y a un engagement, c'est-à-dire des gens qui discutent entre eux, etc. Et puis, il y a quelques individus, seulement quelques-uns, qui, eux, vont à l'extérieur de la communauté et rapportent des choses. C'est l'attitude d'exploration. Et donc, on est tout à fait dans la posture d'analyse de la structure du réseau d'un cas où il y a l'engagement, c'est on analyse la structure, on voit qui discute plus avec qui, etc. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Hein. Et puis, à côté de ça, il y a ceux qui vont aller chercher des idées nouvelles ou entrer en contact avec d'autres communautés, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de supplémentaire. C'est un autre type d'agent. Ce n'est pas le même statut. Vous ne vous intéressez pas à la structure de réseau, vous vous intéressez à certains agents. Et alors, le problème, c'est que son livre s'appelait Social Physics, mais derrière, c'était comment les idées circulent, comment les idées émergent. Je ne sais plus quel est le titre exactement. Et puis en réalité, il n'y a rien, je vous jure, il y a un paragraphe sur ce qui circule. Donc on ne sait pas ce qui circule. Il mesure des trucs, mais il n'a rien enregistré, il ne sait pas de quoi les gens parlent. Ça peut être le tuyau pour garder sa voiture de façon plus économique, ou bien une idée absolument géniale de théorie en physique, je ne sais pas quoi. On n'en sait rien. Et le problème, c'est que ça, c'est pas possible de faire une abstraction formelle comme ça qui est tellement oublieuse de ce type de contenu. Et parce que moi, je considère que ces contenus-là, ça fait une différence. Je ne dis pas que ça explique tout, et ça fait quand même une différence. Il faudrait se prendre le temps de dire, mais qu'est-ce qui circule exactement? Alors lui, la seule chose qui circule, c'est l'énergie. Donc il mesure l'énergie, parce qu'il y a un volume, il y a un degré d'intensité, etc. Puis, bon, ça se transporte, ça se déplace, etc. Vous voyez, les impasses qu'il peut y avoir quand on fait ce type d'analyse de réseau, elle peut se retrouver effectivement complètement à négliger ce qui vraiment circule. Or, c'est bien un des thèmes sur lesquels je travaille parce que c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment formalisé. Évidemment, si je me suis intéressé à ça, c'est pour une bonne raison, c'est que je suis formé, en dehors d'être formé par Gagnepin en linguistique structurale ici, j'ai complètement viré ma cutie, et je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire j'ai travaillé depuis très longtemps, depuis 1986, avec Bruno Latour, et Gilles Talon, etc., sur la théorie d'acteurs de réseau, sur les innovations, qui était la diffusion des innovations, mais eux, ils ont inventé la traduction, qui permet justement de comprendre comment, il ne suffit pas de dire qu'il y a une innovation qui est faite et puis on voit comment elle se déplace, mais c'est comment, dans le moment même où elle s'invente, elle associe des alliés, elle se fait des ennemis aussi, quelquefois, et elle se recompose pour arriver à associer tous ces gens-là. C'est ce qu'on appelle l'acteur réseau. Ce n'est pas un réseau, ce n'est pas un acteur, c'est un acteur réseau. C'est quelque chose qui agit parce que l'idée rassemble des gens et puis il se transforme et associe. Et c'est le bon alliage qui, à un moment, va tenir. Puis, à un moment, il va tenir vraiment, durablement. Mais pendant tout le processus de conception, il se passe déjà tout un tas de phénomènes de réseau. C'est l'expression qu'on voit Michel Calon quand il parlait des coquilles Saint-Brieuc, d'ailleurs, dans son article fameux, où il montrait comment mais aussi pour réduire la charge qui est assumée sur les coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc, mais aussi contre les coquilles Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'il fallait trouver le moyen de les associer. C'est tout seul. Ils ne sauvent pas, vous voyez. Tout seul, finalement. Donc, on ne sent pas. Et donc, l'idée est effectivement de montrer qu'il a employé l'expression intéressé, qui veut dire intéressé, mais pas au sens de l'intérêt économique classique, c'est se mettre entre. C'est-à-dire que quand toute idée, toute innovation, tout objet, il est déjà associé à plein de choses. Déjà, ça ne tombe pas comme ça du ciel, il est déjà attaché à plein de choses.
Et donc, si vous voulez attirer quelqu'un dans votre réseau stratégiquement, mais ce n'est pas une notion stratégique, ça se fait comme ça. Il y en a qui vont tirer le côté stratégique. Ce n'est pas ça qui fait la force de la théorie d'acteur réseau. Quand vous associez quelqu'un, ben vous le détachez. Vous voyez, le A va essayer de couper le lien entre B et C parce qu'il veut attirer B. Et donc, de fait, on va couper des réseaux, il va falloir les substituer à d'autres choses. Ce qui fait que ce n'est pas une théorie où seulement on met tout le monde ensemble et qu'avec ça, ça marche. Ah non, pas du tout. Ça fait des monstres technologiques qui ne sortent jamais du laboratoire ou qui font des catastrophes. Non, en réalité, ce qu'il faut, c'est effectivement sélectionner et arriver à détacher un certain nombre d'acteurs. Par exemple, dans Eastman, quand il invente l'appareil photo compact que l'on connaît, enfin compact à l'époque, disons, mais il a réinventé son produit 3 fois. Au départ, il faisait que des plaques. Avec un collodion, etc., il faisait que des plaques pour vendre aux photographes professionnels, puisqu'il n'y avait que des photographes professionnels. Et puis, il a réinventé ces plaques ensuite avec un film pelliculaire, etc. Puis, il a réinventé le boîtier, etc., en piquant les idées d'ailleurs de gens qui n'étaient pas Grosse et Miller. Et puis voilà. Et avec ça, il a réussi à inventer quoi? Il a inventé le photographe amateur. Le concept n'existait même pas. Donc, il l'a inventé avec tout le dispositif commercial qui va avec, déposer des films, pour le récupérer, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est de comprendre comment, finalement, les types d'associations que l'on fait, elles sont très malléables et incertaines, vous ne savez pas où ça va mener. Et donc, c'est ça qu'il faut garder. Après, quand vous réécrivez l'histoire, souvent, c'est pas dur. Vous dire, bon, il y a le progrès technologique, c'est comme une ligne droite. C'est jamais ça. Il y a plein d'alternatives, ça se plante, etc. Et alors, encore plus dans le domaine culturel, il y a plein de pistes qui sont explorées, qui sont lisses, qui ne donnent rien. Et puis, pourtant, 50 ans après, il y a quelqu'un qui la reprend. Oh, et puis, comment ça se fait, ça? D'où il a trouvé ça? Il a trouvé ça parce qu'il a un peu de culture, effectivement, l'histoire, notamment. Y compris en innovation, si vous voulez être premier auteur, il faut avoir une très grosse culture d'histoire. Ce qu'on n'apprend pas dans les écoles d'ingénieurs, j'ai pu l'oublier. Ce qui est bien dommage. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la vision de la tour, si vous voulez, le Calon, la réalité, pourquoi est-ce que ces analyses en réseau sont intéressantes et le numérique est intéressant? Pourquoi est-ce qu'on a créé les médias? Et pourquoi il est venu chercher pour créer ça? Eh bien, c'est parce que, finalement, il se disait qu'avec les traces numériques de tout, puisqu'on enregistre tout dans le web, on va réussir à avoir le graphe total de tous les attachements. Vous voyez? Donc ça va être génial, parce qu'on a toutes les traces de tout qui a fait quoi, qui a envoyé, qui a un lien, etc. Potentiellement, on pourrait tout récupérer. Donc cette idée-là, même s'il n'est pas du tout adepte du culte du tout, hein, alors pas du tout, mais en même temps, il dit on va pouvoir faire de l'irréduction. C'était le titre d'un bouquin qui était dans la postille de Pasteur, Guerre et paix du microbe, et justement, où il disait effectivement, on va pouvoir tout récupérer et on va étendre sans fin la description. Et donc, ça, c'est génial. C'est génial. Le problème, c'est que c'est un gros malentendu. Parce que dès que vous faites du numérique, vous réduisez. Sinon, vous ne calculez rien. Et vous pouvez augmenter les dimensions sans fin. Et à ce moment-là, effectivement, on a cette fatalité de la dimensionnalité. Effectivement, à un moment, vous ne pouvez plus rien calculer. Bon, c'est ça le problème. Ça devient incomparable. Et parce qu'effectivement, chaque cas est unique de ce point de vue-là. Et de fait, ce principe des irréductions est au cœur même de la théorie d'acteur réseau. C'est pour ça que les descriptions sont très riches. Quelquefois, on parle de thick description, même si c'est Geertz qui dit ça plutôt que l'AMT. Et donc, c'est quelque chose qui est très riche et qui a un potentiel créatif extraordinaire, parce que vous découvrez de nouveaux features, des propriétés que vous ne connaissiez pas, des acteurs nouveaux. Ça, c'est génial. Pour ça, c'est très, très utile. Hein. Pas le problème. Mais le problème, c'est une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous restez avec une étude de cas? Belle étude de cas, il y a des études de cas magnifiques dans la théorie d'acteur réseau. Ou est-ce que vous commencez à essayer de les comparer? Mais là, la comparaison, ça n'existe pas dans le champ conceptuel de la théorie d'acteur réseau. Il n'y a pas de comparaison. Par contre, si vous essayez de comparer, évidemment, vous êtes obligé de faire, c'est-à-dire que vous allez commencer à prendre seulement certaines dimensions. C'est peut-être pas bien. Donc, dans les bases de données, on parle de dimensions, effectivement. Donc, si vous prenez certaines variables, parce que sinon, vous avez un concept absolument sans fin, donc il n'y a pas à comparer. Et donc là, voilà un problème, c'est que là, actuellement, quand on fait des humanités numériques, on se dit, bah oui, mais c'est contradictoire avec le qualitatif, parce que si vous faites du qualitatif, vous restituez toute la fine granularité des situations qui sont toujours uniques. Et ce n'est pas faux. C'est ce que dit Bruno Latour, d'ailleurs, dans les réductions. Il dit, rien ne se produit plus d'une fois et en seul endroit. Bon, c'est une traduction de l'anglais, mais ce n'est pas très bon, en un seul endroit. C'est-à-dire que c'est des choses toujours uniques. Chaque situation, elle est unique.
ne pourrez pas comparer notre situation que l'on vit là à quoi que ce soit d'autre, potentiellement. Sauf si vous la réduisez, en disant, bah voilà, il y a des features qui sont importants, voilà, et vous acceptez de la réduire. Si vous voulez la comparer, vous acceptez de la réduire. Et si vous la comparez, vous allez pouvoir la calculer à partir de ces réductions-là. En réalité, ce que disait Latour, c'est qu'effectivement, tout est une association et ne dépend que de sa résistance aux épreuves. Et à l'origine, on pensait Google un peu comme ça. C'est pour ça que le Media Lab, on l'a créé dans ce sens-là, c'est une machine des réductions parce que ça vous donne tous les liens. En réalité, on a compris après que non, pas du tout. C'était avec un gens qui avait un algorithme, qui avait des propriétés, qui sélectionnait, qui hiérarchisait, et de plus en plus, pour des raisons opaques, on peut dire commerciales, certains vont dire, d'autres parce qu'ils s'éliminent, etc. Donc il y a un vrai travail en réalité éditorial caché qui fait que non, vous n'avez pas accès à toutes les connaissances au même niveau. Bon, parce que si vous êtes au profond de la page 100, vous êtes sûr que votre papier il est mort quasiment pour y accéder. Donc l'important, c'est effectivement la consigne qui était donnée dans l'ANT, dans la théorie des affaires réseau, c'est suivre les acteurs. Donc les acteurs foncés, tac, ça fait un lien. Les acteurs foncés, tac. Hein, monsieur met son coude, tac, ça fait un lien. Monsieur regarde son casque devant lui, ça fait un lien. Je commence à. J'associe, je lis tout ça, je mets tout ça en lien, et vous avez une description la plus complète possible, parce que vous ne savez pas ce qui agit réellement au départ. Ce qui est bon comme posture. Parce que les gens arrivent autrement en disant, moi je sais que c'est votre niveau d'éducation, votre hérédité de je ne sais quoi, donc on a quelques grandes propriétés qui expliquent tout, et avec ça, ça suffit. On en a quelques 5 et puis c'est bon. Le genre, l'âge, la classe sociale, le niveau d'éducation, et puis la résidence peut-être, et puis hop, c'est bon. Ah oui, mais alors là, c'est une hyper réduction. Alors évidemment que Latour s'énervait contre Bourdieu quand il faisait ce type de travail. Voilà. Alors que Bourdieu est plus fin que ça, d'ailleurs, parce qu'il est capable d'aller assez finement, quelquefois, petites choses intellectuelles. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très conflictuel. Donc l'idée, c'est que derrière, on pourrait quand même faire de la science en ayant un écho de la vraie vie. Parce que la vraie vie, effectivement, elle est unique. Hein, on ne court qu'après ça, d'ailleurs, on n'est pas ces idées à répéter tout le temps les mêmes moments. Il y a des moments, là, c'est très nietzschéen, et j'adhère à ça complètement. Et le problème, c'est que la science, elle n'est pas nietzschéenne, elle est réduite. Et vous dites, bah oui, vous perdez la vie. Ah, la vie. Alors là, le problème, pour les artistes, notamment, vous dire, encore, on a tout perdu, quoi. Le problème, c'est que si vous gagnez en calcul, en comparabilité, en intelligence, en compréhension, tout ça, mais vous perdez effectivement le moment, l'instant, le moment de grâce, on dit, ah oui, ça vous le perdez. Sinon, vous ne pouvez pas le calculer. Bon, okay. Bon. Et donc, il faut. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Vous gagnez quelque chose, vous perdez quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Et vous devez avoir les deux successivement. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Là, si vous êtes en train de vivre un spectacle, etc., et que vous êtes en même temps équipé de capteurs, moi j'ai fait ça, équipé de gens équipés de capteurs, des light tracking, des capteurs de pression dermatologique, enfin bon, vous captez tout ça, ben oui, mais c'est pas tout à fait la même expérience, ben évidemment. Dans un labo, je fais tout ça. Je fais ça sur les jeux vidéo, notamment, j'ai fait des grosses études sur. On avait créé tout un logiciel d'intelligence artificielle à l'époque, qui effectivement permettait justement de restituer la qualité des jeux vidéo à partir de toutes ces mesures. Mais évidemment, c'est une qualité calculée, bon, mais qui peut se calculer. Elle est réductrice, évidemment, mais c'est quand même important. Alors, pour prendre un exemple, voilà ce que Bruno Latour faisait quand il. Ça, c'est un article extraordinaire. Quand il faisait, effectivement, c'est le topophile de Boavista. Si vous avez un truc à lire de l'ANT, c'est celui-là qu'il faut lire. C'est vraiment magnifique, cette histoire. Et c'est facile à lire en plus, c'est assez fort philosophiquement, mais c'est très très bon. Où ce sont des pédologues, donc des spécialistes du sol, et des botanistes qui vont essayer d'étudier si la forêt progresse sur la savane ou si c'est la savane qui progresse sur la forêt en Amazonie. Et donc, ils ont une méthode, c'est-à-dire qu'ils constituent une forme de grille dans une zone de la forêt, avec ce topophile là, qui sert à faire des grilles comme ça, parce qu'ils vont prélever les échantillons du sol et les échantillons des arbres, des feuilles, et les comparer, les mettre tous dans les mêmes algos, etc. Alors, vous voyez, c'est de la nature, c'est apparemment du labo ouvert, puis en réalité, non, on le réduit, on le standardise pour pouvoir rendre les choses comparables et calculables. Parce que d'une zone à l'autre, il faut pouvoir dire qu'est-ce qui a changé, comment est-ce qu'on a mesuré, etc. C'est indispensable, sinon vous avez une impression là, mais ça ne fait pas avancer la discussion scientifique.
Donc, qu'est-ce qui va circuler pour que ça fonctionne, ça? Eh bien, ce sont des objets qui vont effectivement faire petit à petit des échantillons, par exemple, et puis des messages, c'est-à-dire des mesures, des calculs, des choses comme ça. Tout ça va circuler, et c'est cela qui va faire effectivement l'énoncé scientifique qui va le construire. Typiquement, voilà toute la chaîne qu'il y a. Il y a des zones de prélèvement, il y a des potes de terre, il y a des cubes de carton, il y a des diagrammes. Ça, c'est la matérialité de la production de la connaissance. Vous voyez. Et les artistes sont pareils, ils ont plein de matérialité, vous direz. C'est fait d'objets techniques, de trucs de base, c'est pas de la super techno, mais si vous n'avez pas ça, ça ne marche pas. Mais en même temps, c'est relié à quoi? À des dimensions conceptuelles, des échantillons représentatifs, juxtaposés, repérables, codifiés, etc. Et tout ça s'enchaîne, et vous devez contrôler tous les maillons, parce que c'est ça la particularité de l'activité scientifique, c'est que vous devez contrôler tous les maillons pour que, à partir d'une zone, d'une observation générale, l'énoncé particulier que vous avez proposé, eh bien, le lien est solide. Vous allez pouvoir le revérifier, et vous devez même le soumettre à vos pairs. Ils doivent dire comment vous avez fait la transition au moment de la codification, qu'est-ce que vous avez fait? Ben voilà, c'est ça la discussion scientifique, de dire mais est-ce que vraiment vous avez le droit de faire ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous n'avez pas des biais? Ah bon. Mais dans une démarche de vie ordinaire ou de vie artistique, etc., on ne fait pas ça. On ne s'oblige pas à contrôler toutes les étapes, évidemment, c'est normal. Parce que là, on est obligé de le faire. Et un exemple qui est très intéressant, c'est comment les échantillons de terre qui sont récupérés, ils sont mis dans des boîtes, par exemple, et ils vont être sélectionnés et codifiés avec le code couleur Munsell, seulement par une petite opération, c'est-à-dire vous passez l'échantillon sous les trous, puis vous voyez s'ils correspondent au code couleur. Malheureusement, pas la photo couleur du code Munsell. Et donc, voilà, c'est des petites opérations. Mais à partir de là, vous avez une possibilité de propagation de l'énoncé, des particularités, de cette particularité de l'énoncé, qui vont se construire. Parce que là, ça devient solide. Et à chaque fois, ce n'est pas votre vision, c'est plutôt gris, plutôt noir, plutôt blanc. Il y a un code, une codification qui a été établie par des grandes traditions de ce point de vue. Alors, je vous introduis là, et je termine là-dessus, sur cette partie-là, c'est-à-dire que quand on oppose le quali et le quantitatif, on se trompe, on perd son temps. Le qualitatif, c'est quoi? C'est faire une observation, une. Donc, c'est quantitatif. Vous en faites une. C'est quantitatif. Et vous en faites une avec des quantités de dimensions énormes. Là, vous pouvez décrire tout. Il y a des gens qui passent 3 ans dans une société, etc. Mais ils passent 3 ans à décrire tout, comme ça. Bon, mais si tout le monde faisait ça dans son coin, au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris un très bon document unique sur une situation unique. Voilà. Mais c'est ce que font les ethnographes. Ils passent leur temps à faire ça. Mais un anthropologue, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toutes ces données-là et pour commencer à essayer de les empiler, de les croiser. Donc, il va réduire les dimensions. Il va dire, oui, on va parler du mariage là, au même moment que non, mais moi, ce qui m'intéresse dans le mariage, c'est telle dimension du rituel, blablabla, etc. Il va sélectionner certains aspects parce que je l'ai trouvé dans plusieurs études, énormément. Vous n'êtes plus dans le fat data. Le fat data, c'est quand vous avez beaucoup de dimensions. Vous allez être dans le tall data, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réduire les dimensions de façon à pouvoir les comparer. Et donc, à les calculer potentiellement. Donc, vous voyez qu'un petit peu, on est là dans une chose qui nous introduit évidemment au big data. Parce que le big data, on se dit, c'est la même chose, seulement que c'est étendu. Ben non, parce qu'au bout d'un moment, même si on dit, on fait de tous les types de machine learning que vous voulez et de l'IA que vous voulez, vous n'arriverez pas à traiter toutes les dimensions. Même si on vous dit maintenant, il y a 1000 milliards de paramètres dans ChatGPT, là, en réalité, vous n'arrivez pas, vous, du point de vue de la science, à en rendre compte. Parce que ChatGPT veut faire ce qu'il veut, il autorise tout, puis il vous fait un gros paquet, il vous ressort quelque chose qui est supposé invérifiable. Le problème, c'est qu'on fait de la science. On ne fait pas de la techno, on ne vend pas des produits. Donc, on est obligé de rendre compte de pourquoi il y a autant de dimensions et que les liens, les pondérations qu'on va avoir entre les corrélations qu'on a trouvées, etc., quand on les pondère comme ça, il faut qu'on soit solide, qu'on soit robuste. On ne peut pas se permettre de dire, bon, j'en ai rajouté autant que je voulais, la machine a trié, bon, il y a 60% de probabilité, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, ça n'a aucun intérêt, il faut être très robuste là-dessus. Donc, on doit réduire pour rendre comparable. D'où le problème quand on travaille sur la culture, parce qu'évidemment, on n'aime pas trop réduire. Les artistes encore moins. Donc, on n'aime pas trop réduire. Ben oui, mais vous êtes obligé de faire à un moment ou à un autre. Bon, il s'agit de savoir quelle est la phase où on étend les observations, où on étend les dimensions, donc les variables,
c'est la phase qualitative, etc. Donc les deux phases sont importantes. Sinon, vous mesurez toujours la même chose. Ce n'est pas très intéressant, vous n'allez pas découvrir qu'est-ce qui veut agir. Donc il faut avoir cette phase-là. Et ensuite, si vous voulez calculer, comparer et donc pouvoir calculer après, mais effectivement, à ce moment-là, il faut réduire. Et donc ce sont deux phases différentes qui ne s'opposent pas et qui sont vraiment complémentaires, mais il ne faut pas, contester la validité de l'un ou l'autre, ce n'est pas le problème. Les dimensions, on ne peut pas de toute façon les étendre de façon infinie pour calculer sur toutes les dimensions en permanence. Alors, je passe sur un autre sujet, un autre cas, qui me paraît vraiment très intéressant. Il va peut-être vous paraître un petit peu obscur ou sophistiqué, mais c'est intéressant de voir précisément pour dire, quand on fait des inégalités numériques, on est obligé de passer à un formalisme, une obligation de formalisme, et ce que j'appelle un élémentarisme, c'est-à-dire de découper les choses en éléments. Ça, c'est l'héritage structuraliste, mais si vous voulez, on n'est pas obligé d'avoir un modèle structuraliste pour ça, c'est qu'il y a effectivement des éléments qui vont pouvoir être combinés, sélectionnés, s'opposer, etc. C'est la valeur structurale d'un élément qui, c'est sûr, est ce que les autres ne sont pas, une valeur différentielle. Ah, ça ne transforme pas même dans le machine learning, c'est intéressant qu'ils y réfléchissent. Vraiment, c'est substantiel. C'est-à-dire, on tape un feature, boum, c'est bon, ça nous suffit. Et donc, Franco Moretti et Leonardo Ipet ont produit un papier qui est vraiment remarquable, qui est sur le pathos formel de Harvard. Moi, j'ai travaillé avec Franco Moretti, parce qu'il était fait quand j'y étais dans un bureau, et j'ai pu comprendre un peu mieux ce qu'il faisait, et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est pour ça que je restitue ça, parce que c'est très significatif. L'idée, c'est que Abby Warburg, que le critique d'art, que vous connaissez peut-être, effectivement, dans les années 20, a produit effectivement un atlas qui s'appelle Mnemosyne, avec 1230 photos d'œuvres, qui sont toutes centrées sur le pathos. C'est-à-dire qu'effectivement, il a sélectionné des œuvres qui parlent du pathos, qui disent quelque chose du pathos. Il ne savait pas comment, pourquoi il les sélectionnait. C'est l'expert du domaine, il dit ça c'est du pathos, ça c'est du pathos, ça c'est du pathos, ça c'est du pathos. Et alors le problème, c'est qu'il est mort avant de terminer. Et du coup, maintenant, on est obligé de dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'est exactement le pathos? Parce que lui, il aurait pu lui extraire l'expertise, effectivement, pour dire, mais dites-nous exactement ce que vous avez repéré. Et là, on ne le sait pas. Et là, en l'occurrence, c'est justement l'intérêt de trouver comment une forme, qui est celle du pathos, traduite dans des formes esthétiques, va se prolonger, va se perpétuer, va se propager à travers les âges. Et pas seulement dans les 10 dernières années, depuis l'Antiquité. Et comment ça s'est propagé? Et ça s'est maintenu. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, justement, puisqu'on sort de la forme seulement, mais on passe à la formule. Abby Warburg, le sujet-là, c'est une formule, ce qu'on pourrait appeler maintenant des patterns, de toute façon, c'est plus basique. Et c'est quand même, il y a quelque chose qui se maintient, malgré la variation infinie. Et très important en termes d'évolution, et d'évolutionnisme culturel, c'est qu'il y a toujours beaucoup de variations, et c'est ça la condition même pour sélectionner. Et il y a une forme qui survit, et pas n'importe laquelle. Quelle est-elle exactement? Pourquoi est-ce qu'y compris le spectateur de maintenant identifie une forme de pathos qui est exactement similaire à ce que je veux voir dans l'Antiquité? Et là, il s'agit d'essayer de repérer ça et de la calculer. Donc, oui, alors là, c'est un peu culotté quand même. Et on peut calculer ça, il ne faut pas exagérer. Donc, le problème, c'est qu'il admet que, de toute façon, Darwin à l'époque parlait aussi des muscles autour des yeux, du coin de la bouche pour exprimer le pathos, mais il dit ça c'est trop puissant, c'est quelque chose d'autre, ça prend tout le corps, ça prend tout le contrôle du corps, donc il décide d'exclure le visage. Et vous voyez effectivement des différences. Ici, vous avez à propos de vide, là c'est à propos de je ne sais plus quoi, là d'ailleurs. Et puis donc, vous avez plusieurs cas comme ça qui sont distribués. Et donc l'idée, c'est comment cette forme s'est transmise à travers le temps, comment elle a aidé à créer des conventions, parce qu'y compris les artistes qui vont être dans la position de créer cette forme de pathos, ils vont emprunter, comme par hasard, cette forme, justement, ce type de vocabulaire d'une certaine façon. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer et valider ces impressions esthétiques? Parce qu'on peut toujours dire, ah, moi je sens ça, ah oui, toi tu sens, ah oui, bon, alors pour discuter, ça semble éthique passionnant, ça n'avance pas. Parce que là, il y a l'idée de passer à la réduction, justement, pas seulement l'agitation ou les angles, mais les segments du corps qu'on va essayer de recombiner, dont on va voir les types de propriétés, les orientations, les combinaisons, etc.
Donc, c'est quelque chose d'important, c'est l'élément reproductible qu'on va essayer de retrouver. Et je pense sur l'expression théorique, après la discussion, ce n'est pas forcément essentiel dans cette affaire. Donc, vous voyez comment on arrive à schématiser à ce moment-là toutes les positions du corps en jouant sur les éléments, les segments d'éléments qui sont combinables de différentes façons. Et puis, vous avez ici une classification qui permet, donc vous faites une machine learning de reconnaissance d'image avec classification hiérarchique, où on entraîne et puis on teste, etc. Et donc, vous avez là quelque chose qui est la clusterisation comme ça, c'est la base même de tout ce travail informatique et de classification en reconnaissance d'image, qui est quand même le point où on avait fait un saut remarquable à partir de 2012, qui a entraîné toute la révolution du machine learning derrière, parce que c'est à partir de la reconnaissance d'image qu'on l'a fait. Et donc, on est toujours avec cette avancée, cette avance-là, de ce point de vue-là, et on arrive justement à recombiner tout cela, et ils ont calculé, et en réalité, ils sont tous corrélés à un mouvement simultané des deux bras et des jambes. Ce sont donc des corps qui combattent sur les deux fronts à la fois, les bras luttent contre une menace, et les jambes contre une autre. Donc, c'est le moment où on est tiré, qu'on est déchiré. C'est un déchirement interne. Et le traitement visuel de cela, c'est précisément de combiner des segments qui partent dans un sens et d'autres qui dans l'autre. Donc, une dissonance est insérée entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps, et c'est pas exprimé, le superlatif de l'émotion n'est pas exprimé par un superlatif du mouvement physique, mais par cette remise en question de l'unité naturelle du corps. Donc, ce sont des passions comme agitation, comme mouvement, mais de manière aléatoire, non dirigée. Le corps n'est plus un, le jeu est un autre. Et donc, vous avez typiquement, là, c'est le défunt, elle accompagne le défunt, et vous voyez que les bras partent dans un sens et le corps va dans l'autre, vous voyez. Donc, c'est ça qui est le pathos. C'est là où s'exprime précisément le moment pathétique par excellence, parce qu'il y a une forme visuelle qui est permise, qui a été héritée et réexploitée dans ces situations. Donc voilà, ça c'est un point, la démonstration est très intéressante, et je vous invite à lire cet article-là. Il se trouve que ça a servi, et quelque chose dont je ne connaissais pas Laban, c'est l'isographie de Laban, avant le projet qu'on a fait ensemble avec de Coleso, et je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une graphie, oui, on disait toujours la chorégraphie. Où est-ce qu'ils écrivent? Ah ben oui, ça écrit, il y a les corps qui écrivent, évidemment. Et c'est aussi, là, il y a une possibilité de traduire ça sur le plan des corps, et vous avez tous les éléments, mais là, vous voyez la stratégie élémentariste pour arriver à décomposer tout ça, pour arriver à dire maintenant, non seulement dans l'espace, mais dans le temps, succession, on va être capable de recomposer tout cela, et je trouve que c'est très important d'avoir des artistes et des théoriciens qui ont pu avancer dans ce sens-là, et là, ça vous donne une base de calcul potentiel. Parce qu'évidemment, c'est réducteur. Bon, c'est quand même pas exactement ça. Oui, c'est réducteur. Sauf que ça vous donne un outil de travail élémentaire pour pouvoir théoriser et comparer toutes les situations. Alors, quelques éléments, juste pour illustrer, ça se traduit dans l'évolutionnisme culturel. Vous avez des grands ensembles, vous voyez, on fait des cartes comme ça, là, etc., abstrait, effectivement, qui influence quoi, effectivement. Bon. Là, on fait des grandes influences. Et là, vous voyez que c'est des gros paquets qu'on maîtrise. On voit que ça se transmet, il y a des choses qui se transmettent, évidemment. Et vous ne pouvez pas parler du cubisme si vous n'avez pas, à un moment, des possibilités de relier ça à Cézanne ou des choses comme ça. Ben oui, évidemment, il y a des liens, et donc à l'impressionnisme, etc. Tous ces éléments-là. Même chose pour par exemple, les écoles de peinture italiennes, etc. Donc ça, on en a fait énormément. Quelquefois, c'est un peu rétrospectif, alors c'est un peu trop gros, un peu trop facile. En réalité, c'est souvent quand vous rentrez dans la description infinie, vous vous rendez compte, c'est plus compliqué que ça. Et là, vous allez commencer à rendre compte de variations plus fines. Et le fait qu'il y a des acteurs qui ont joué un rôle, qu'on a oublié, etc. Passionnant, mais vous voyez, vous augmentez les dimensions. Est-ce que vous allez pouvoir le faire pour tout le temps? Non, alors vous réduisez, et vous faites une visualisation qui va être évidemment réductrice, mais très parlante, selon les features que vous allez sélectionner, les propriétés. Et Moretti a fait quelque chose d'autre de la même façon avec la littérature. De la façon dont, par exemple, les questions de découverte des indices deviennent la clé de la fiction policière, montre
montre comment la présence des indices s'est déplacée petit à petit. Est-ce qu'elle est décodable ou pas? Est-ce qu'elle est visible ou pas? Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il y a des indices ou pas, etc. Donc tout ça, c'est des choses, vous voyez, cet arbre-là, qui est en remontant, effectivement, vous voyez bien comment on peut extraire selon les différentes œuvres, vous allez pouvoir, là, les titres des œuvres de Conan Doyle, c'est pour ça qu'il est devenu très bon maintenant, parce qu'effectivement, il avait une finesse de placement des indices qui fait que le lecteur se retrouve pris dans la même mécanique de quête des indices et repère tout cela. Et vous voyez, donc c'est quelque chose qui sert à capter l'attention, effectivement, ça fonctionne, et on peut en faire la cartographie, on peut les décoder, on peut les lister, on peut repérer, y compris leur évolution dans le temps. Ça, c'est possible. Alors, ça veut dire qu'on peut relier ça à la théorie de l'évolution, avec le fait qu'il faut qu'il y ait des variations dans les caractéristiques des membres de la population. Et donc, sur le plan culturel, alors là, ça varie énormément, mais qu'il y a justement un taux de reproduction différent, donc il y a des propriétés qui permettent à certains traits de se perpétuer et pas à d'autres, en fonction d'ailleurs du milieu, comme vous savez, avec ce qu'on appelle la fitness, donc l'adaptation au milieu. Ce n'est pas le milieu qui explique tout. Il faut qu'il y ait la variation et qu'il y ait certains traits qui aient des propriétés en accord avec le milieu. Et le milieu, ça veut dire aussi le moment. Et donc, c'est quelque chose d'héréditaire dans le cas de la théorie de l'évolution classique. Il y a bien que l'hérédité en culture, dans les domaines culturels, dans l'évolutionnisme culturel, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on peut retrouver, parce qu'il y a des dispositifs de formation, de certification, etc., qui contribuent à produire une forme d'hérédité sociale, etc. Donc, je passe un petit peu là-dessus. Autrement, c'est notamment ce qu'a fait le travail, je suis désolé, quand on passe sur le Mac, ça met en page différemment fait. Donc, la traduction des plus parfaite et la propagation paire. Bon. Et donc, le transfert horizontal devient dans l'évolution culturelle aussi important que le transfert vertical. Et quand on se parle, effectivement, il y a des mots. Vous allez entendre des mots, j'ai dit, que vous n'avez peut-être pas entendu jusqu'ici, tiens, ça se met quelque part, vous ne savez pas où. Et puis, ça va petit à petit, vous allez réutiliser sans vous en rendre compte, ou bien vous allez repérer ça chez quelqu'un d'autre, vous allez faire des connexions. Ça y est, c'est ça. La conversation est un mécanisme de propagation et de survie des mots. Ça, c'est quelque chose qui ferait hurler mes collègues linguistes chez Kenton, la théorie de la médiation, parce que c'est vraiment une définition du mot qui est un petit peu substantielle. En réalité, ce n'est pas substantiel, parce que précisément, ils voient le mot comme un agent, quelque chose qui est capable d'agir et qui veut survivre. C'est ce que dit Dennett, Daniel Dennett, qui vient de mourir il y a quelques mois, qui est un personnage absolument génial. Et qui disait effectivement un mot comme un virus est une sorte minimale d'agent, il veut se faire dire. Pourquoi? Parce que sinon il disparaîtra bientôt. Alors, on dirait comme ça le DNF. Un mot qui doit se faire dire. Qu'est-ce qu'il a fumé? Bon. Non, mais en réalité, c'est parce qu'effectivement, c'est un modèle d'attribution d'agentivité pour essayer de pousser justement les choses au bout en disant, et le mot, il a précisément une capacité, on le sait bien, il y a des mots qui tuent, on le sait bien, des mots qui tuent. Alors, ben non, c'est parce que c'est machin qui l'a dit. S'il avait dit légèrement différent, ça n'aurait pas eu les mêmes effets. Ah, bon. Donc, vous voyez, c'est très important de pouvoir attribuer en partie une capacité d'agir à ces éléments culturels, en l'occurrence, de façon précise. Donc, les mêmes sont un exemple d'agent de propagation absolument parfait. Les étudiants ont travaillé sur des cas comme ça. Par exemple, Pippi the Frog, vous le connaissez forcément. Et donc, Pippi the Frog, effectivement, il a été inventé en un comic en 2006, et puis il a été repris par 4chan, dans toute la culture alternative, si vous voulez, et les Trumpistes ont repris ça en 2015 pour en faire des Trump en mode Pippi the Frog. Des enfants, explosion, etc. Donc, ça s'est traduit, ça s'est transformé, vous voyez, pour qu'il survive le même, l'entité culturelle de base, si vous suivez sa propagation, vous voyez qu'il est pour survivre, il faut qu'elle se transforme. Et là, elle a été reprise comme ça, systématiquement. Et dans le même temps, chose incroyable, elle a été reprise en Chine avec une expression de la grenouille qui pleure. Et c'était une forme de ralliement des opposants au régime chinois. En 2014, c'est devenu Xi Jinping prend en main le Parti communiste. Et donc là, les gens se gardent ce lien-là, et ça a été repris par les gens de Hong Kong, par les manifestants de Hong Kong, en 2019, dans leur manifestation, qui, malheureusement, du chinois a récupéré tout, donc ce n'est pas la puissance des signes qui suit, c'est clair. Mais il n'empêche que c'est intéressant de voir comment le même, en l'occurrence, un même unique, s'est transformé dans des environnements totalement différents et s'est adapté
et s'est transformé, a été repris et interprété. Et là, on a la propagation d'éléments culturels qui sont très importants. Évidemment, c'est les acteurs, vous dites, c'est eux qui font ça. Oui, mais c'est des signes qui marchent ou pas. Mais il y en a eu plein d'autres des variations de Freud. Il y en a qui n'ont pas marché. Celles-là, elles ont marché. Même chose, un cas classique de mème que vous avez peut-être vu, qui est extrêmement rigolo, je vous prie de savoir qu'il faut rire, c'est How to be skinny, notice that your body is covered with skin, say wow, I'm skinny, congratulations, you're skinny. Bon, le gars qui a circulé une centaine de fois, etc., vous avez effectivement, vous voyez, toutes les vagues, ça se produit comme ça se reproduit régulièrement, ça revient, etc. Donc ce mème-là, il a plusieurs variations, il n'arrête pas de revenir, et il revient dans des conditions différentes. Eh bien, on peut analyser quelles sont les propriétés et les conditions de sa variabilité, de sa reproduction et de sa propagation. Alors, il y a une équipe de Facebook, parce qu'eux, ils ont les moyens de collecter 10 millions de posts Facebook que nous, chercheurs, on n'a pas le droit de collecter. Bon, pas de problème. C'est un problème pour les humanités numériques, d'être obligés de dépendre de la puissance de ces plateformes. Ils sont capables de collecter tout ça et de tester des hypothèses pour dire on va mesurer la puissance des vagues de propagation, de ces courbes-là, etc., parce que quand elles reviennent, le nombre de pics qu'il peut y avoir, etc. Et quand on a ces matrices-là d'analyse, de calcul mathématique, eh bien on peut montrer que quand vous avez une très faible viralité au départ, il y a peu de chances que ça se répète. Quand vous avez une très haute viralité au départ, il y a peu de chances que ça se répète. Pourquoi? Parce que vous avez déjà saturé le marché d'une certaine façon. Par contre, si vous avez une viralité modérée, là, il peut y avoir des retours. Et, bon, vous direz, est-ce que ça fait une stratégie de communication? Non, pas forcément. C'est ça le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que ce type de science des réplications, des propagations, c'est tout nouveau. On va essayer de comprendre et de décrire, déjà de trouver les outils pour décrire, donc des choses comme ça, qui sont très formalisées. Hein. Mais on peut commencer à le faire, et à partir d'une fois qu'on saura un peu mieux ce qu'on mesure exactement, on pourra donner quelques énoncés qui sont un peu stables, et éventuellement, il y en a qui vont se apparaître pour faire une stratégie. Il ne faut pas sauter dessus. Tout le monde dit, ah oui, du coup, il faut avoir une stratégie de diffusion modérée. Si c'est propagé, par principe, ça se diffuse malgré nous. Typique, une autre situation, par exemple, les émeutes de Ferguson en 2014, où il y a eu un jeune noir qui a été tué par la police. Eh bien, vous avez, en 24 heures, vous avez plusieurs histoires qui circulent sur Internet en général. Et donc, vous avez des histoires différentes, c'est-à-dire que la conversation publique passe d'un thème à l'autre, parce qu'il y a plusieurs aspects à cette situation-là. Dans un cas, c'est la critique de la police, dans l'autre cas, c'est la critique des secours, dans l'autre cas, c'est la critique des médias, dans l'autre cas, c'est la sympathie pour le jeune qui est mort, etc., la cause noire, etc. Donc, tout ça, toutes les thématiques ne s'empilent pas, il n'y a pas une hiérarchie a priori, vous voyez que ça évolue en 24 heures. Tout ça, c'est des choses qui sont effectivement... on peut commencer à décrire les thématiques de discussion et d'en avoir une comparaison de ce que fait la conversation et comment ça se propage. Et évidemment, on est en compétition. Chaque propagation, c'est valable aussi pour les éléments culturels, chaque élément culturel est en compétition avec d'autres. Compétition pour l'attention, pour le cerveau. Et donc, il y en a qui ne passent pas parce qu'à ce moment-là, paf, si vous êtes au moment des Jeux Olympiques, vous pouvez toujours courir pour essayer de faire passer un message. Hein. Bon, tous les cerveaux sont occupés par les Jeux Olympiques. Voilà. Si vous avez une très très bonne nouvelle, ou un truc excellent, ou un truc catastrophique, elles sont là. On va dire oui, laissez-nous tranquille, vous êtes les Jeux, c'est bon. Vous voyez, c'est un petit peu cet environnement. Là, on a un milieu qui va accepter ou pas ce type de propagation. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Leskovec et Kleinberg, encore Kleinberg, qui dès 2009 avait fait ça, mais vous voyez, on est au tout début des réseaux sociaux commerciaux. 2009, c'est le début de la monétisation des réseaux sociaux. Ils avaient commencé à faire ce travail sur la campagne d'Obama en 2008. On voit le rythme des conversations et les thèmes de conversation. Alors l'intérêt surtout de cela, qui agrège beaucoup de choses, et un peu grossier, en réalité, ils sont très fins parce qu'ils vont suivre les variations d'un même énoncé, comment il est pal around with terrorists who targeted their own country, palling around with terrorists who target their own country, puis après, see America isn't perfect enough to pal around with terrorists. Donc vous avez ces variations-là, et là vous avez une vraie propagation avec, traduction, transformation, qui est très intéressante, qui est au principe même des propagations. Et là, vous pouvez le suivre. Donc, j'étais capable de le faire. Alors moi, je me suis dit, c'est super, je vais faire la même chose. J'ai fait la même chose à l'EPFL, quand j'étais à l'EPFL, avec des ingénieurs, etc. Ah ben, on n'a pas réussi à le faire. Oui. Et pourtant, je suis linguiste, et puis j'avais écrit des bouquins sur la méthode linguistique.
mais ça n'a pas suffi de loin. Notre problème principal étant le volume de données. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un corpus suffisant pour tester. Et surtout, il y a un problème, c'est que quand vous commencez à tester la dérivation, vous cherchez des dérivations. Quand vous cherchez la dérivation, au bout d'un moment, tout va disparaître. Mais qu'est-ce qui reste? C'est comme comment dire, la dilution dans la homéopathie. Après, il n'y a plus rien. C'est toujours efficace. Je crois que vous l'avez comme ça. Hein. Donc là, vous voyez, c'est la même chose. Là. Vous dites, il ne reste plus rien, et pourtant, ça continue à se propager, c'est la même chose. Vous voyez, il faut savoir jusqu'où on va, et surtout comment on va la reconnaître. Parce que si vous enlevez tous les mots en disant, j'en change un, puis j'en change un autre, puis j'en change un autre, puis j'en change un autre, à la fin, ça n'a plus rien à voir. Et vous dites, c'est encore la même filiation? Ben, il se trouve que oui. Et comment on le reconnaît? C'est pas très simple, effectivement, méthodologique. Donc, c'est des règles de mémétique. Hein. La mémétique étant une source extraordinaire de ce point de vue-là pour étudier les propagations. Et donc, je termine par mon petit modèle, parce que tout ce que je vous ai raconté là, c'est de vous mettre en évidence qu'il y avait des points de vue dans les sciences sociales, au sens large, les sciences humaines et sociales, au sens large, qui peuvent effectivement orienter l'extraction de données et donc orienter la capacité à identifier certains phénomènes et pas d'autres. Et que selon les méthodes qu'on adopte, eh ben, on va les identifier ou pas. Donc il faut choisir et savoir comment on est cohérent en faisant tout cela. C'est ce que je dis, c'est effectivement, nous avons les sciences de nos outils, les méthodes adoptées attribuent toujours une agentivité. Essayez de penser à ça à chaque fois, mais à qui je suis en train de dire qu'il a un pouvoir d'agir. De fait, on le fait toujours. Alors les gens disent, c'est la société, comme si, pour n'importe quoi, les conversations de bistrot, c'est pareil. Ouais, mais c'est la faute à la société. Bon, d'accord, la faute à la société. Et donc on dit quelque chose qui est la structure sociale. Du point de vue social, ça donne ça, quoi. Ou alors les autres vont dire, ouais, mais c'est la faute aux autres là, qui nous manipulent, là, les machins, là, qui tirent les ficelles. Ah, des agents spéciaux, particuliers, qui ont un pouvoir d'agir particulier. Donc, ben, ça fait partie de la conversation ordinaire. Et puis, il y a aussi, justement, toutes les autres choses qui circulent. À ce moment-là, dans les conversations de bistrot, ça va dire, ouais, mais il faut voir aussi toutes les idées, là, des pensées pourries, là, ça circule. Ben oui, ils nous balancent des trucs dans les médias, etc. Ben, voilà, c'est ça. C'est des trucs qui circulent comme ça. Et là, c'est le pouvoir d'agir de ces petits messages-là, on a du mal à les identifier quelquefois. Et donc, vous avez là des agentivités qu'on distribue au quotidien dans les conversations ordinaires, comme en activité scientifique. Et il se trouve qu'il y a 3 époques de quantification depuis le XXe siècle, depuis la fin du XIXe, le début du XXe siècle, qui se sont mises en place. L'une qui fonctionne à la base de recensement, et vous voyez les réductions qu'il y a, c'est dans certaines propriétés des populations. Le recensement, vous ne recensez pas tout. Hein. Ne leur demandez pas s'ils préfèrent la punk ou je ne sais pas quoi. Non, vous recensez effectivement les propriétés de tout le monde qui sont traitées statistiquement comme ayant un rôle important, agissant dans la structure sociale. Ce que l'INSEE fait après. Et c'est évidemment pour les États d'abord. C'est comme ça que ça a été construit dès le départ. Je ne fais pas la partie historique détaillée, mais c'est effectivement, dès 1890, les recensements qui deviennent mécanisés et qui deviennent automatisés avec les machines de fabrique, etc. Mais en 1930, on invente une autre technologie qui est celle des recensements, des sondages d'opinion. Ça veut dire qu'on est capable d'accepter l'échantillonnage. C'est-à-dire pour mesurer l'opinion d'une société, on ne va pas interroger tout le monde, on peut interroger des parties de gens. Alors, le principe de l'échantillonnage s'applique à tout, hein, pas seulement à l'opinion, mais bon, évaluer les récoltes dans l'agriculture, on est capable de faire d'échantillonner et puis dire à partir de là, on sait à peu près ce qu'il y a de oui. Là, ce sont les masses médias qui jouent un rôle, et c'est les sondages de Gallup qui sont mis en place, hein, et c'est les instituts de sondage qui vont exister. Ce n'est pas la même chose, l'institut de sondage et l'institut statistique, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même point de vue. Ce n'est pas orienté pour les États, ce n'est pas pour gouverner les populations, c'est pour capter des opinions, etc., à la mode qui intéresse les masses médias en particulier, puisque c'est leur audience qui mesure aussi. Et puis enfin, vous avez les propagations. Désormais, dans le monde qui est le nôtre, ce qui est apporté par les réseaux sociaux et par les plateformes, les grosses plateformes, c'est cette traçabilité généralisée qui fait que vous avez effectivement des traces partout, que certaines plateformes sont capables d'utiliser, mais ce n'est pas du tout le travail de l'INSEE, vous voyez bien. Et par contre, ça, on peut le calculer pour les marques principalement, parce que c'est elles qui financent ce système-là, et ça vous donne une autre traçabilité qui n'est pas l'opinion. Vous pouvez étudier Twitter tant que vous voulez, ça n'a rien à voir avec l'opinion. C'est des expressions
qui produisent des effets de propagation et des vagues, vous voyez bien comment c'est, alors, avec Musk, bon, il a mis un tel bordel de mesure, hein, on est bien embêté, parce que, mais il n'empêche que c'était quand même ça qui était au principe. Mais c'est plus qu'un problème historique, c'est aussi un problème de point de vue. Je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire que vous avez effectivement le choix de dire c'est la structure sociale qui agit, pas faux, je suis d'accord avec ça. Toi, tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Mais bon, c'est divergé là-dessus. Mais bon, la structure sociale agit, parce qu'évidemment, ça vous dit, mais je n'ai jamais vu la structure sociale. La société, je n'ai jamais vu, moi. Oui, mais les gens vont dire, non, c'est des individus. Ah, oui, mais ça ne change rien. À ce moment-là, on construit des préférences individuelles et on les recueille avec des méthodes différentes qui vont être celles des sondages, etc. Et il nous reste précisément un autre point de vue à noter et de dire, est-ce que, comme je l'ai dit pendant toute ma présentation, est-ce que du point de vue culturel, par exemple, ce qui circule joue un rôle, a un pouvoir d'agir spécifique. Et si on veut le récupérer, et à ce moment-là, il faut se donner les moyens de le tracer. Ça n'invalide pas les autres points de vue. Ça ne veut pas dire que pour ça, il n'y a pas des structures de groupes, etc., à l'échelle plus large, économique, tout ce que vous voulez. OK. Ça n'invalide pas l'idée qu'il y a des individus, etc. Donc, ça, c'est clair. Quand on fait les réseaux des personnes, évidemment, ces personnes-là ont agi aussi, elles ont un pouvoir d'agir. Mais il y a encore autre chose qu'il ne faut pas oublier, et qui est vraiment la vraie spécificité du numérique contemporain, parce que ça n'existait pas statistiquement avant, et cette traçabilité généralisée. Et donc, ce ne sont plus les mêmes concepts. Et ce n'est pas non plus les événements, l'incertitude, la propagation, le chaos, la crise, etc. Les collectifs d'un côté, les individus, les géoclasses aussi, parce que par exemple, Piketty et Cagé, par exemple, disent on a un nouveau truc pour expliquer les comportements électoraux, on analyse les géoclasses. Ah oui, il faut voir comment ils les agrègent. Hein. Il y avait toute une zone métropolitaine qui est agrégée comme ça, et vous dit voilà, vous avez des gens qui habitent là, c'est bon. Alors tous les géographes disent il ne faut pas exagérer quand même, il y a quand même des sacrées différences entre tous ces gens-là. Et c'est un point de vue qui est adopté. Sur un bureau de vote, vous avez des choses très hétérogènes. Alors, vous dites, bah oui, mais il faut bien mesurer avec ce qu'on a. Ben oui, c'est ça. On mesure avec ce qu'on a, mais à ce moment-là, on mesure la limite de ce que des catégories qu'on utilise. Parce que, évidemment, les géoclasses, c'est pas faux, mais ça a des limites de validité importantes. Donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas observer avec ce concept-là. Mais on a des outils comme ça. Les outils sont faits comme ça, c'est mesurer le bureau de vote, on travaille avec les bureaux de vote, c'est tout. Donc, il faut le connaître, les limites, c'est tout. Les individus, les acteurs stratèges, etc., mais aussi les entités circulantes, c'est ça, les entités qu'on suit qui vont agir. Et donc, on a trois approches. On a d'un côté l'idée de l'héritage, qui n'est pas fausse. Personne ne va contester, je trouve, qu'on hérite de tout un tas de choses, malgré nous, voilà, on est né quelque part, comme les autres, et puis bon, c'est comme ça. Mais il y a aussi les pouvoirs d'arbitrage, c'est-à-dire que dans certaines situations, mais pas tout le temps, on est capable de décider et de comparer et d'avoir des préférences. Hein. Quelquefois, c'est ce que je dis, quand on retweet par exemple, ou quand on n'est plus dans la décision, on est dans la réactivité, donc dans la propagation, parce qu'on voit apparaître ça, ça vous fait réagir aussitôt. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous faire réagir. Vous n'êtes pas là en train de dire, ah oui, c'est quand même intéressant, peut-être que je devrais cliquer, ou je devrais le partager. Non, c'est pas fait. C'est fait, mais pas du tout fait comme ça. C'est fait pour ping, quelle connerie, paf, je lui envoie un truc, et puis voilà, et c'est bon. Et là, ça marche. Là, on est dans un autre monde, c'est le voisinage. Et vous croisez quelque chose, ça vous tombe dans l'oreille, ça vous tombe sous les yeux, vous savez même pas quelquefois que ça vous est arrivé, et vous avez entendu parler quand même. Et ça se continue à circuler. Et ça se propage. Et c'est parce qu'on vit dans les mêmes situations, dans les mêmes espaces-temps. Et donc, ben voilà, c'est pour ça que je travaille sur les mouvements de foule aussi, parce que c'est la même chose. Comment se déclenche une vola dans un stade, si vous avez déjà vécu ça? Ben, vous voyez, c'est pas par héritage que vous allez trouver l'analyse. Hein. Et vous allez trouver des gens, effectivement, des différences sociales. Il y a des gens qui diront, je l'aimerais avec le peuple. Bon, d'accord. Un truc comme ça, c'est pas faux en plus, c'est pas faux. Parce que les tribunes, vous voyez bien, et voilà. Bon, alors, il y a tout le monde siffle, parce que la tribune principale ne se lève pas, justement. Mais l'arbitrage, vous n'avez pas le temps de prendre une décision. Il y a les gens d'à côté, tout le monde se lève. Je me lève. Vous n'avez pas pris une décision, vous avez subi l'influence du voisinage. Effectivement, c'est ça qui fonctionne. Évidemment, on dirait que ce n'est pas top du point de vue du libre arbitre. Voilà, nous sommes tous des aliénés, les voisins, etc. Oui, nous sommes aussi des types d'insectes sociaux, d'une certaine façon, avec un niveau de réflexivité très faible en certains cas. Et pas tout le temps, pas dans certains cas. Donc, il faut essayer de rendre compte. Ce sont donc les longues durées aussi ou en haute fréquence.
C'est des choses qu'on peut trouver tirées de chez Brodel aussi. Et puis, vous avez dans un cas des héritiers, des sujets déterminés, dans l'autre cas des acteurs stratèges, et dans l'autre cas des véhicules pour la propagation des mêmes. Évidemment, quelquefois, nous ne sommes que ça, parce que ceux qui agissent, c'est les mêmes. Vous dites après, mais comment se fait-il qu'on ait un espace aussi pourri maintenant? Pourquoi il y a ces idées à la con qui ont circulé comme ça? Ben oui, voilà. Personne n'a, semble-t-il, voulu ça. C'est vrai qu'ils l'ont voulu. Hein. C'est ce qu'il fallait. Mais en dehors de ça, on s'est pris là-dedans, et maintenant, ben, on a un vrai problème. On a inventé une architecture de réseaux sociaux qui détruit toute la vie publique et l'espace de discussion publique. Et là, on a un vrai problème. Donc, moi, j'étudie les propagations pour en faire un outil d'analyse. C'est pas pour ça que je dis, ouais, super, encore plus de réseaux sociaux, de réactivité, puis il y a plus de propagation. Je dis au contraire, cassons les chaînes de contagion dans l'espace public. Vous voyez, c'est une position un peu ambivalente. Je serais intéressé à ce qu'il y en ait encore plus. Mais en réalité, non. Politiquement, c'est insupportable. On est vraiment à un niveau, justement, on a basculé tellement du côté de ces effets de voisinage que là, on ne sait plus personne ne maîtrise rien. Hein. Ça crée des pics comme ça extraordinaires, des spirales qui génèrent effectivement, y compris des conséquences très difficiles pour certaines personnes. Bon, ce n'est pas l'objet de la discussion ici, mais c'est en arrière-plan, il faut garder ça quand même en tête. Les phénomènes culturels, ce n'est pas que des phénomènes de des petites choses qui se promènent, etc. Non, c'est des choses conflictuelles, des choses qui affectent la vie des personnes, des représentations, des choses comme ça, et qui peuvent engendrer des phénomènes très très graves sur le plan d'une vie collective. On l'a vu dans plusieurs pays, Bolsonaro, etc. Il y en a plein d'autres comme ça qui prennent en ce moment, évidemment. Donc on est vraiment dans des situations, il faut mesurer ces phénomènes-là, parce que c'est ceux-là qui agissent, et qui ont été amplifiés. Pardon, c'est pas ceux-là qui agissent, c'est ceux-là qui ont été amplifiés par le numérique massivement. C'est pour ça qu'on est démunis. Les sciences sociales n'étaient pas prêtes à traiter ce sujet-là. Il faut s'équiper de ça. Et tous ceux qui travaillent dans l'agriculture, qui ont une attention particulière au contenu, à leurs propriétés, qui sont capables d'analyser les features sémiotiques de tout cela, ça, c'est une richesse. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est aussi ce qui fait la vie culturelle, fermement, je veux dire, une vie collective qui doit être analysée aussi selon ces principes. Là, je passe sur la partie historique avec les auteurs fondateurs et les questions clés. Voilà, merci beaucoup.